Ce matin, tu as peut-être traversé une distance que tes ancêtres auraient redoutée. Tu t'es assis, tu as fermé une porte, tu as appuyé sur une pédale, et ton corps s'est déplacé plus vite qu'un corps humain n'était censé se déplacer. Sans courir, sans transpirer, sans pied en sang, sans surveiller les arbres à la recherche d'un prédateur. Juste une route, un moteur et quelques minutes d'ennui. Mais remonte le monde de 100 000 ans et ce petit trajet devient une mission de survie. L'endroit que tu atteins avant le petit déjeuner aurait peut-être été à 2 jours de marche. 2 jours à avancer dans la chaleur, la boue, les insectes, les rivières, la faim et des territoires où quelque chose de plus fort que toi pouvait se cacher. Pas de panneaux, pas de pont, pas d'appel d'urgence. Pas de machine pour venir te sauver. Pendant presque toute l'histoire humaine, se déplacer n'était pas pratique. Se déplacer, c'était dangereux. Et le seul véhicule que tu possédais, c'était ton propre corps. Aujourd'hui, la distance semble presque irréelle. Tu peux traverser un océan en avion en regardant un film. Tu peux acheter un objet fabriqué sur un autre continent et te plaindre s'il arrive en retard. Tu peux commander une voiture depuis ton téléphone et t'impatienter au bout de 3 minutes. Mais pendant environ 300 000 ans, les humains ont vécu sous une règle brutale. Tout avançait à la vitesse de la marche. Et cette seule limite a façonné l'endroit où nous vivions, ce que nous mangions, les gens que nous rencontrions, ceux que nous épousions, ce que nous croyions et la quantité du monde qu'une seule personne pouvait imaginer. Alors avant les bateaux, les chevaux, les charrettes, les trains, les voitures et les avions, l'histoire commence avec quelque chose auquel tu ne penses presque jamais. Tes pieds. Les humains ne sont pas les animaux les plus rapides, même pas proches. Un guépard peut traverser le sol comme une lance lancée à pleine vitesse. Un cheval peut courir plus vite que toi pendant des kilomètres. Même un cerf effrayé peut disparaître avant que ton cerveau ait fini de comprendre ce qui se passe. Toi, en comparaison, tu es lent. Tu peux sprinter quelques secondes, peut-être une demi-minute, puis tes poumons commencent à brûler. Mais la vitesse n'a jamais été le super pouvoir humain. Le vrai super pouvoir, c'était l'endurance. Tu peux marcher toute la journée, dormir, puis recommencer le lendemain, puis encore le jour suivant, puis encore après. Tes pieds ont des arches qui fonctionnent comme de simples ressorts. Ton tendon d'Achille stocke de l'énergie à chaque fois que ton talon touche le sol. Un ligament dans ton cou aide à stabiliser ta tête pendant que ton corps bouge sous elle. Et ta peau est couverte de glandes sudoripares qui te permettent d'évacuer la chaleur pendant que beaucoup de grands animaux doivent s'arrêter avant de surchauffer. Tu n'es pas construit pour gagner une course sur quelques mètres, tu es construit pour continuer quand les animaux rapides s'arrêtent. Et ce qui est étrange, c'est que cette vieille machine est toujours sous toi aujourd'hui. En 1978, Marie Liquet et son équipe ont découvert des empreintes à Laetoli, en Tanzanie, conservées dans de la cendre volcanique vieille d'environ 3,6 millions d'années. Ce n'étaient pas des chaussures, ce n'étaient pas des outils, c'était simplement d'anciens pieds, marchant debout sur de la cendre humide. Et quand on les regarde, ce qui trouble le plus, c'est à quel point elles nous semblent familières. Une créature vivant des millions d'années avant les villes modernes utilisait déjà le même système de transport de base que toi. 2 pieds, un corps droit, un horizon devant elle. Pendant des millions d'années, cela a suffi. Assez pour quitter une vallée, assez pour traverser une prairie, assez pour suivre les animaux, assez pour trouver de l'eau, et assez, un jour, pour sortir d'Afrique. Il y a environ 70 000 ans, des groupes d'Homo sapiens ont commencé à se répandre dans le reste du monde. Pas comme une grande armée héroïque marchant vers une destination connue, mais comme des familles, des chasseurs, des enfants et des anciens avançant peu à peu. Une génération traversait une vallée, une autre atteignait une côte, une autre suivait des troupeaux vers des terres plus froides, une autre posait le pied dans un endroit où aucun humain n'avait jamais marché. Ils ont traversé le Moyen-Orient, ils se sont répandus en Asie, ils sont entrés en Europe, ils ont atteint la Sibérie. Certains sont passés vers les Amériques et ont continué vers le sud, jusqu'à occuper des paysages que leurs ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Ce n'était pas un voyage avec une carte, c'était une lente chaîne de décisions prises par des gens qui ne pouvaient voir que la prochaine rivière, la prochaine colline, le prochain campement. Mais voilà ce que beaucoup de gens oublient. Ils ne se contentaient pas d'errer au hasard. Les archéologues ont trouvé des matériaux très loin de leur lieu d'origine. De l'obsidienne, transportée sur des centaines de kilomètres depuis des sources volcaniques, des coquillages retrouvés loin à l'intérieur des terres, de l'ambre et des pierres ayant circulé à travers montagnes et vallées. Cela signifie qu'une autre chose circulait aussi, l'information. Quelqu'un savait où trouver une ressource précieuse. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un d'autre. Des groupes se sont rencontrés, ont échangé, ont mémorisé des routes, puis ont transmis ces routes. Avant les autoroutes, il existait déjà des réseaux humains faits uniquement de mémoire et de pieds. Mais les pieds ont une limite. Ils sont incroyables sur la Terre. Puis la Terre s'arrête. Une rivière peut bloquer instantanément un animal qui marche. Un lac peut couper une route de chasse en deux. Une île peut être visible devant toi, mais rester inaccessible, comme un monde derrière une vitre. Pendant des centaines de milliers d'années, l'eau n'était pas un décor. L'eau était un mur. Et puis, à un moment donné,
les humains ont fait quelque chose de presque absurde. Ils ont décidé de traverser quand même. En Indonésie, sur l'île de Flores, des archéologues ont trouvé des outils en pierre souvent datés d'environ 800 000 ans. Le problème, c'est que Flores n'a pas simplement été reliée au continent par une terre sèche. Même pendant les périodes où le niveau de la mer était plus bas, de l'eau la séparait toujours du reste des terres. Ce qui veut dire qu'une personne, d'une manière ou d'une autre, a traversé l'eau. Le bateau lui-même a disparu. Le bois pourrit. Les roseaux se décomposent. Le bambou n'attend pas 800 000 ans pour faire plaisir aux archéologues. Mais les outils sont restés. Et cela suffit à rendre la question impossible à éviter. Sur quoi ont-ils flotté ? Peut-être que le premier bateau n'a pas été inventé comme une machine moderne. Peut-être que tout a commencé par accident. Un arbre tombé, un tas de plantes attachées, un tronc qui ne coulait pas. Quelqu'un s'y est accroché. Quelqu'un a traversé. Quelqu'un a survécu. Et dès que les humains ont compris que l'eau pouvait les porter au lieu de les arrêter, la carte du monde a changé. Mais ce n'était que le début. Il y a environ 65 000 ans, les humains ont atteint l'Australie. Cela impliquait des traversées maritimes assez longues pour ne pas être traitées comme de simples grandes rivières. Selon certaines reconstitutions, les distances en pleine eau pouvaient atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. On ne marche pas accidentellement jusqu'en Australie. Il faut des gens, de la préparation, de la nourriture, de l'eau, des outils et du courage. Il faut quitter le rivage en sachant que l'océan devant soi ne contient peut-être rien d'autre que davantage d'océans. Le plus ancien bateau retrouvé à ce jour, la pirogue de Pes aux Pays-Bas, date seulement d'environ 10 000 ans. Un simple tronc creusé. Mais les humains utilisaient clairement des moyens de transport sur l'eau bien avant que le bois puisse nous en laisser la preuve. La preuve, ce n'est pas le bateau. La preuve, ce sont les gens de l'autre côté. Et des milliers d'années plus tard, les Polynésiens ont poussé cette idée à un niveau qui paraît encore impossible. Ils ont traversé le Pacifique, le plus grand océan de la planète, sur des pirogues doubles chargées de familles, de nourriture, d'animaux, d'outils et de tout un mode de vie. Pas de moteur, pas de GPS, pas de carte imprimée. Ils lisaient les étoiles, les vagues, les vents, les oiseaux, les courants et la forme des nuages au-dessus des terres lointaines. Ils ont atteint Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques et de nombreuses îles si isolées que les manquer signifiait disparaître dans l'eau. La marche a conquis la Terre. Les bateaux ont conquis l'eau. Mais les humains avaient encore un autre problème. Tu peux déplacer ton corps, mais qu'en est-il de tout le reste? Une personne peut marcher 30 km, mais une personne ne peut pas facilement porter un animal mort, un tas d'outils, un abri, un enfant et une semaine de nourriture sur 30 km. Pendant presque toute l'histoire, la vraie limite du transport n'était pas la distance, c'était le poids. Ton dos est utile, mais il n'est pas magique. Porte trop lourd et chaque pas devient une blessure. Les épaules font mal, les genoux lâchent, les pieds se fendent. Le voyage ralentit jusqu'à devenir une punition. Alors les humains ont commencé à tricher. D'abord, ils ont traîné les choses. Une peau sur le sol, une carcasse sur des branches, un paquet attaché à un poteau. C'était grossier, moche, épuisant, mais c'était mieux que tout porter sur le dos. Puis une idée plus intelligente est apparue, le travois. Deux longues perches reliées en forme de V avec une charge attachée entre elles. Tu tires une extrémité, l'autre glisse ou traîne au sol, et soudain un seul corps peut déplacer bien plus de poids qu'il ne pourrait emporter. Ce n'était pas impressionnant, ce n'était pas une roue, mais cela résolvait un problème important du quotidien. Et parce que c'était fait de bois, de peau et de cordes, la plupart de ces objets ont disparu des traces archéologiques. Certaines des plus anciennes technologies de transport se sont peut-être décomposées si complètement qu'on ne les voit plus qu'à travers leur ombre dans des cultures plus récentes. Mais la plus grande révolution pour déplacer du poids n'a pas été un objet, c'était un autre être vivant. Les chiens ont été domestiqués il y a au moins 15 000 ans, peut-être plus tôt, et ils sont devenus les premiers partenaires animaux que les humains ont vraiment intégrés à leur monde. Ils gardaient les campements, ils accompagnaient les chasses. Ils avertissaient du danger. Et dans certains endroits, ils tiraient. Dans les paysages arctiques, les chiens sont devenus des moteurs faits de muscles et de loyauté. Attachés à des traîneaux, ils pouvaient déplacer des provisions sur la glace et la neige, là où un humain seul, portant la même charge, aurait été détruit. Mais les chiens n'étaient que le début. Les humains avaient besoin de partenaires plus grands. Les ânes transportaient des marchandises. Les chameaux traversaient les déserts. Les rennes tiraient des traîneaux. Les lamas transportaient des charges dans les Andes. Partout où les humains vivaient, ils regardaient les animaux autour d'eux et se posaient la même question. Est-ce que cette créature peut nous aider à nous déplacer? Puis vint le cheval. Et le cheval n'a pas seulement amélioré le transport, il a rétréci le monde. Des indices liés à la culture Botaï, dans l'actuel Kazakhstan, suggèrent que des humains contrôlaient déjà des chevaux il y a environ 5500 ans. Les archéologues ont notamment étudié des marques d'usure sur les dents des chevaux, ainsi que des traces de lait de jument dans des poteries, comme signe que ces animaux n'étaient pas seulement chassés, ils étaient contrôlés, ils étaient montés, ils étaient utilisés. Pendant des centaines de milliers d'années, la vitesse normale d'un humain en déplacement était celle de la marche.
Avec un cheval, cela a changé presque d'un coup. Un message pouvait aller plus vite, un marchand pouvait aller plus loin, un pillard pouvait arriver avant qu'on l'attende. Une personne pouvait atteindre en quelques jours ce qui prenait autrefois des semaines. Le cheval a transformé la distance. Elle n'était plus un mur, seulement un délai. Mais voilà la partie qui semble presque à l'envers. Les humains ont traversé des mers bien avant d'inventer la roue comme moyen de transport. La roue nous paraît évidente parce qu'elle est partout autour de nous. Voitures, vélos, trains, valises, chaises de bureau, caddie. Mais la roue avait besoin de conditions précises. Il fallait des matériaux adaptés, des outils, des animaux ou des humains pour tirer et un sol assez régulier pour que rouler soit vraiment utile. Les plus anciennes preuves connues de roues et d'essieux viennent de régions comme les marais de Ljubljana il y a environ 5200 ans. C'est très récent comparé à la marche, aux traversées maritimes et aux grandes migrations humaines. Et les premières roues n'étaient probablement même pas des véhicules. C'étaient des tours de potier, des disques tournants utilisés pour façonner l'argile. Puis, à un moment donné, quelqu'un a tourné l'idée sur le côté. Si un disque peut tourner sous de l'argile, pourquoi pas sous une plateforme? Les premières charrettes n'étaient pas des machines fluides. Les roues pleines en bois étaient lourdes. Elles se fissuraient, elles s'enfonçaient dans la boue, elles détestaient les terrains irréguliers. Dans beaucoup d'endroits, un animal de bas restait plus efficace. Puis les roues à rayons les ont rendues plus légères. Les chars sont apparus. Les routes se sont améliorées. Les villes se sont connectées. Les marchandises, les soldats, les messages et les dirigeants ont commencé à traverser les paysages d'une manière nouvelle. Une fois que les animaux, les roues et les routes ont fonctionné ensemble, la civilisation a changé de forme. Les empires pouvaient s'étendre plus loin parce que les provisions pouvaient aller plus loin. Les marchés pouvaient grandir parce que les biens pouvaient circuler. Les armées pouvaient franchir des distances qui protégeaient autrefois les peuples. La route, la roue et l'animal sont devenus une machine plus grande que n'importe quelle invention isolée. Et chaque système de transport moderne repose encore sur cette machine. Le train est une route avec des rails en métal. La voiture est une charrette avec un moteur. L'avion est le vieux rêve de traverser un espace impossible, enfin dirigé vers le ciel. Alors voici l'histoire complète. Les humains ont commencé avec leurs pieds. Les pieds nous ont portés à travers les prairies, les déserts, la glace, les forêts et les continents. L'eau nous a bloqués, alors nous avons appris à flotter. Le poids nous a écrasés, alors nous avons appris à traîner. Puis nous avons construit des cadres. Puis nous nous sommes associés aux animaux. Puis les chevaux ont rendu le monde plus petit. Puis les roues et les routes l'ont rendu plus petit encore. Puis les moteurs ont fait s'effondrer la distance si complètement que nous avons cessé de la ressentir. Aujourd'hui, tu restes assis dans les embouteillages, à l'intérieur d'une pièce en métal, en te déplaçant plus vite que les rois, les empereurs et les messagers anciens n'auraient pu l'imaginer, et tu appelles ça lent. Tu traverses un océan en une seule nuit et tu t'énerves à cause du repas. Tu touches un écran et tu t'attends à ce qu'un inconnu en voiture te trouve exactement là où tu es. Tu vis dans un monde où le déplacement est devenu si facile que l'immobilité ressemble au problème. Mais tes ancêtres connaissaient l'inverse. Pour eux, rester sur place pouvait signifier mourir de faim. Partir pouvait signifier mourir tout court. Et marcher vers l'inconnu était parfois la seule façon pour l'espèce de survivre. Nous avons tellement bien résolu le problème de la distance que nous avons oublié qu'elle nous dominait autrefois. Chaque route, chaque pont, chaque aéroport, chaque port, chaque voie ferrée, chaque route maritime et chaque trace de pneus sur cette planète fait partie d'une seule histoire ancienne. Un humain a regardé l'horizon. Il ne savait pas ce qu'il y avait au-delà. Il y allait quand même. Et peut-être que c'est pour cela que le mouvement ne nous quitte jamais vraiment. Parce que bien avant les moteurs, les cartes, les passeports ou les roues, nous étions déjà l'animal qui ne pouvait pas s'arrêter de marcher.